Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine Canal et compagnie. Alors aujourd'hui, ça sent bon sur le plateau de l'émission et pour cause, on va parler du café. Donc il y en a ici sur la table avec les docteurs Geneviève Moreau et Olivier Coudron. Bonjour Geneviève, bonjour Olivier. Bonjour Corinne. Bonne année, Ben oui, meilleurs vœux. Tous les vœux. Voilà, le meilleur pour 2017. Et alors vous êtes l'un et l'autre la directrice fondatrice de l'Institut CIN, donc l'Institut pour une nutrition raisonnée, et Olivier, directeur scientifique. Voilà, faut-il encore vous présenter. Le café, en fait, ce qui est très très chouette, c'est qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'une fois de plus, on va un petit peu casser les idées reçues, finalement, sur le café, puisqu'on pense que le café n'est pas bon, surtout qu'il ne faut pas en abuser, pas plus d'une tasse par jour. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc c'est de ça qu'on va parler, et encore de bien d'autres choses. Et on va commencer, Olivier, comme à chaque fois, avec un petit historique qu'on aime bien. Bien sûr. Donc le café, c'est une très belle boisson, la plus consommée au monde, il faut le rappeler quand même, après l'eau. Et c'est une boisson qui apparaît, d'après les historiens, vers le XVIe siècle. Et donc son terroir, son berceau, c'est l'Afrique. C'est l'Éthiopie, le Yémen. Et c'est une boisson consommée au départ par les Arabes et surtout développée par les soufis qui vont l'utiliser comme un psychostimulant pour leur méditation et leur éveil. Et c'est intéressant parce que pendant longtemps, ça reste une boisson du monde arabe, des infidèles. Et la population occidentale, européenne, n'y touche pas. Ouais. Il a fallu l'intervention d'un pape qui adorait le café, le pape Clément, pour finalement forcer un petit peu cet a priori sur le café. Alors c'est assez marrant quand même, juste en quelques mots, l'anecdote justement avec ce pape. Oui, Clément avait du mal avec ses évêques qui la considéraient comme une boisson des infidèles, des sarrasins. Et donc il a trouvé une astuce, c'était d'introduire le café au cours du baptême. C'est assez original quand même. Sous sa papauté, eh bien finalement le café a réussi à transgresser un certain nombre de tabous. Et s'est imposé avec la boisson faite sous différentes formes. Le café arabe, turc restera un café particulier. Les boissons des Européens changera un petit peu de style et de look. Mais il a fallu quand même quelques décennies, quelques siècles pour que nous consommions, nous en Europe, ce café. Il s'est bien imposé quand même. Qui s'est bien imposé, mais comme on le soulignait en introduction, il est encore chargé de préjugés. Et c'est dommage parce que c'est une belle boisson et une boisson qui peut être une boisson santé durable. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Vous allez nous démontrer ça pendant cette émission, tous les deux. Alors, maintenant qu'on a fait le petit historique, la première question quand même que moi je me pose, en tout cas, c'est finalement, on sait que dans le café, il y a de la caféine, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le café ? Alors, c'est vrai qu'il y a, au niveau des composés chimiques naturellement présents dans le café, il y a d'une part la caféine, qui est responsable de certains effets, psychostimulants par exemple, qui va augmenter l'attention, qui va défatiguer. Mais cette caféine est peu responsable de tous les effets santé. Il y a d'autres molécules, notamment des polyphénols, des acides particuliers, l'acide caféique, l'acide chlorogénique, donc des noms un petit peu barbares, mais qui vont se trouver en concentration importante dans les infusions, dans les extraits de café, dans la boisson café, et qui est responsable, on le sait maintenant, des très nombreux effets santé, protecteurs dans différentes maladies. Donc voilà. Exemple de maladies, ça paraît fou en fait, parce que... Oui, on va dire qu'il serait souhaitable de consommer, pour ceux qui aiment, de consommer du café chaque jour, parce que ça va protéger des maladies de société, des maladies de civilisation, notamment au niveau du cerveau. On sait aujourd'hui que ça prévient certaines formes de dépression, que c'est associé à la prévention du Parkinson. Là, c'est vrai chez les sujets qui en consomment beaucoup. 5-6 tasses par jour est clairement associé à une réduction de la maladie de Parkinson. Et on peut franchement en consommer 5 ou 6. À partir de quand est-ce que ça devient excessif ? Alors, là, c'est intéressant, lorsqu'on veut donner une zone de confort et d'efficacité sans trop de risques, il faut en effet revenir à la caféine. On a bien compris que plus on va consommer du café, plus on va bénéficier des protecteurs, des nombreuses molécules. Il y en a plus de 200 des molécules protectrices dans le café. Donc, c'est vrai que si on consomme 3, 4, 5 tasses de café par jour, on est vraiment dans des zones de protection. Mais ça apparaît dès la première tasse. Dès la première tasse de café. Elle est déjà bénéfique. Elle est déjà bénéfique. On observe déjà, chez ceux qui consomment une tasse de café tous les jours, un effet protecteur vis-à-vis de ceux qui n'en consommeraient pas. Par contre, au-delà de
on va dire 4 tasses, 5 tasses, eh bien on commence à avoir un effet cumulatif de la fameuse caféine. Mais justement, quid de la caféine? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Elle est très bonne. Elle est très bonne parce c'est une molécule psychostimulante qui apporte de l'éveil, de l'attention, de la concentration. En ce sens, elle n'a pas d'effet toxique, jusqu'à une certaine dose. Alors là, c'est intéressant parce que c'est depuis moins d'un an, depuis 2015, qu'au niveau européen, on a enfin statué sur la dose maximale conseillée à ne pas dépasser. Il y a une tolérance. Voilà, c'est 400 mg par jour pour un adulte. Ça correspond à combien de tasses, ça dépend des tasses, on va dire. Ça dépend des tasses. On va dire qu'en moyenne, une tasse d'un expresso, c'est 70-80 mg jusqu'à 100 mg. Donc on est entre 4 et 5 tasses quotidiennes. Je ne parle que du café. Mais il faut aussi le nuancer avec les autres sources. On en parlait tout à l'heure. Si on ajoute à ça de la théobromine et des choses comme ça va poser problème ou... Non, c'est plutôt les autres sources de caféine. Oui, d'accord. Okay. Les canettes à base de caféine, donc les évidemment. Coca-Cola ou autres. Donc ça va évidemment compter dans la quantité de caféine qu'on va prendre sur la journée. Donc, faut en tenir compte. Il faut chaque fois regarder dans toutes les boissons que les personnes boivent, qu'elles regardent au niveau de la composition la quantité de caféine par boisson. Et justement, Olivier disait, on peut aller jusqu'à 4-5 tasses, mais ça c'est pour un adulte. Voilà. J'imagine qu'il y a peut-être le cas de la femme enceinte, d'un enfant. Voilà. Donc pour la femme enceinte, c'est maximum 2 tasses par jour si elle aime le café, en sachant que dans les 3 premiers mois, avec les nausées de grossesse, le café peut augmenter la partie des nausées. Donc souvent, on conseille aux femmes enceintes qui ont des nausées les 3 premiers mois de prendre une autre boisson chaude plutôt que du café si elles ont trop de nausées. C'est l'effet sur cette partie. Et au niveau des enfants, donc là, au niveau de quantité de caféine, c'est 3 grammes de caféine par kilo. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit que chez un enfant, par exemple, de 20 kilos, il peut boire déjà une petite tasse de café par jour. C'est fou, ça. Donc ça, c'est vraiment... Un enfant peut boire du café. Donc, par exemple, un enfant de 8 ans, 8-9 ans, entre 20 kilos et 25 kilos, peut boire une petite tasse de café par jour. On va peut-être lui mettre du lait, etc. dedans. L'intérêt, il faut aussi toujours faire attention, si l'enfant boit une boisson gazeuse à base de caféine dans sa journée, imaginons une canette ou une petite bouteille de boisson sucrée bien connue avec la caféine, eh bien évidemment, il a déjà sa dose. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne faut pas lui donner le petit café. Optons pour le café, voilà, clairement. Surtout qu'on a quand même chez les enfants, on a remarqué dans les différentes études que ça augmente l'éveil, la concentration, etc. Donc pourquoi pas, si l'enfant aime le café, de proposer un petit café le matin avec du lait. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas le goût du café et qui rajoutent énormément de sucre. Et là, on est embêté parce qu'on sait, comme on a déjà dit plusieurs fois, que le sucre le matin au petit déjeuner, ça diminue la dopamine et donc justement pour les risques au niveau des troubles de l'attention, etc. Donc il faut bien faire attention. Donc du café pour les enfants, oui, une petite tasse, pas de problème, à partir de 8-9 ans, en âge scolaire, avec du lait si l'enfant supporte le lait, mais pas trop sucré. Mais justement, c'est intéressant ça, parce qu'on vient de parler des vertus santé claires du café, mais il y a effectivement tout ce qu'on ajoute au café. Enfin, tout ce qu'on ajoute. Bon, en général, on ajoute soit du lait, soit effectivement le problème du sucre. Que peut-on faire si effectivement, à part peut-être l'alternative stevia? Oui, ou pour les enfants, une petite cuillère à café de miel. Ou du miel, qui aura quand même un effet index glycémique plus bas et qui a quand même tout cet effet anti-inflammatoire, etc. Maintenant, le miel dans le café, parfois les personnes aiment beaucoup le miel dans le thé, mais dans le café, ça casse un peu le goût du café et j'imagine qu'on oublie complètement l'aspartame. L'aspartame dans le café, donc ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Au niveau toxicité, avec le café qui est chauffé, etc. Donc ça, ce n'est pas recommandé. Les personnes qui aiment le goût de la stevia, pourquoi pas mettre de la stevia. Et le lait, qu'en est-il du lait qu'on ajoute ?
Ça dépend de la tolérance des individus. Ça ne pose aucun problème. Aucun souci. Même une petite crème oméga 3. Voilà. Oui. Pour se faire plaisir. Un lait oméga 3, une petite crème fraîche oméga 3 si on a envie d'un petit cappuccino et autres. Ça dépend vraiment de la tolérance de chacun. Un lait de riz si on est intolérant. Voilà, un lait de riz. On peut mettre un lait de soja. Le lait de soja va avoir un petit goût dans le café. Donc les personnes qui sont bien habituées au lait de soja, aucun souci de mettre. Les autres, alors on ira plutôt vers un lait de riz si elles sont intolérantes aux produits laitiers de vache. Alors j'imagine que comme à chaque fois, il y a café et café. Enfin, il y a toutes sortes de cafés finalement. Oui, est-ce qu'ils se valent tous? Alors il y a des différences. Il y a 2 grandes variétés qui sont essentiellement commercialisées, distribuées dans le monde. C'est l'Arabica, qui est le plus goûteux, le plus fin, le plus aromatique, avec des grains plus longs et qui contient moins de caféine, qui est donc plus apprécié par les Européens. Et le Robusta, qui est plus du terroir africain, qui est un grain plus robuste, mais qui est beaucoup plus chargé, jusqu'à 3 fois plus de caféine. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Mais, et est-ce qu'ils se valent en termes finalement de en effet santé? Tout ouais. à fait. Tout à fait. On va retrouver en commun ces acides chlorogéniques, ces polyphénols, et qui sont de toute façon présents dans toutes les formes de café. Alors après, selon qu'on fait un café expresso, ou un café filtre, ou un café infusé, comme on le fait. Il y a la manière de le faire, évidemment. Voilà, ça peut changer l'extraction de certaines molécules. Bon, c'est un peu anecdotique d'en parler, c'est ce qu'on appelle les diterpènes. Ce sont des molécules qui augmenteraient un peu le taux de cholestérol. Mais voilà, ça c'est un petit peu du détail parce qu'il faudrait en boire 20 tasses par jour pour augmenter la cholestérolémie. Et alors, donc voilà. Je le dis, mais il faut un peu oublier. Mais sinon, d'une manière générale, hormis peut-être le côté capsule dont on va parler après, oui. On peut dire que ce soit, par exemple, si on le fait, pour souvent les puristes qui aiment bien cette fameuse petite cafetière italienne, que ce soit dans la cafetière italienne comme ceci, que ce soit dans un percolateur, ou même le système bien connu du PATS, je ne sais pas si c'est vraiment PATS qu'on dit, mais oui, je pense. Oui. Ça, là, c'est pareil, en fait. Oui, là, voilà, on va extraire des arômes un peu différemment. La quantité de caféine aussi va être un petit peu modulée, mais on reste dans des détails. Un café reste chargé en polyphénol favorable et en caféine utile jusqu'à une certaine dose, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est intéressant, j'aimerais revenir sur le lait à rajouter, oui. Parce que souvent on a justement plein de rumeurs autour du café. On disait globalement, attention, le café, il ne faut pas en boire trop, c'est peut-être pas bon. Ben si, c'est très bon. Et alors après, il y a eu d'autres rumeurs, quand on le mélange avec du lait, c'est moins digeste, etc. Oui. Eh bien non. Encore une fois, on est dans les mythes, dans les croyances, comme souvent dans l'alimentation. Et lorsqu'on regarde toutes les études, et on dispose de beaucoup d'études aujourd'hui, quels que soient les modes de consommation du café, donc le café turc, le café italien, le café en Belgique, etc., eh bien, on retrouve constamment des effets protecteurs, constamment. C'est troublant. En 1990, l'OMS dit attention, peut-être un risque dans le cancer de la vessie. En 1990, on est déjà il y a quelques années. Depuis, il y a eu 200 études de fait, et toutes convergent en disant, bien non, c'est protecteur. C'est protecteur du cancer de l'endomètre, du cancer du foie. Ça protège le foie de l'agression de certains virus ou de l'alcool. Moi, j'aime bien vos bonnes nouvelles. Ça protège du diabète, ça prévient l'Alzheimer, les maladies dégénératives, certaines formes de dépression. Donc, on a complètement changé notre point de vue, nous, médecins et nutritionnistes, sur le café. Ce qu'on croyait dans nos croyances il y a 30 ans, attention, c'est peut-être pas bon. Eh bien, aujourd'hui, on dit, tout d'actualité. Ceux qui aiment boire du café, réjouissez-vous en toute tranquillité, déculpabilisez-vous. C'est une boisson santé et qui peut être santé durable aussi. Il y a, on l'a vu, les femmes enceintes, attention. Les jeunes enfants, attention, à cause des teneurs en caféine excessives parfois. Quelques réserves. Les gens qui ont des brûlures d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens, le café va relaxer le sphincter et donc favoriser un peu le reflux, comme le chocolat, comme le thé. Donc ceux-là doivent peut-être éviter le café dans l'après-midi, voilà. Mais globalement, ceux qui aiment le café... pour le sommeil, évidemment, en fin de journée, oui. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont des gastrites, etc.,
Eh bien, par exemple, de boire le café, si vraiment ils sont amateurs de café, en mangeant. Donc, de manger quelque chose et ne pas boire un café à jeun, ou bien boire vite son petit café le matin et puis partir au travail sans déjeuner, petit déjeuner. Donc ça, c'est des petites choses intéressantes. Par exemple, boire le café, par exemple, après le repas du midi, bien, ça, c'est intéressant aussi. Ne pas boire, par exemple, des cafés toute la matinée si on a des œsophagites, de reflux, Alors, ce qu'on n'a pas dit, enfin, si on l'a... En tout cas, dans le café, il y a aussi de l'eau, forcément. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Mais oui. Oui, il y a de l'eau, mais très curieusement, donc, au niveau de l'hydratation... ça n'hydrate pas. Voilà, il faut bien penser... Il ne faut pas compter là-dessus, en tout cas. Voilà, il faut bien penser qu'on peut boire évidemment les 3-4 tasses de café par jour. Plutôt, évidemment, on disait dans la journée, dans la matinée, etc., peut-être avant 16 heures pour justement ces problèmes de sommeil. Mais de toujours penser, c'est pas parce que j'ai bu du café que je ne dois pas boire d'eau. Ça ne va pas remplacer la quantité d'eau, voilà. Clairement. Et au niveau de l'hydratation, c'est vraiment important. Donc il y a parfois des personnes qui disent je bois un petit café et puis je prends toujours mon verre d'eau à côté. Et donc ce réflexe, boire un café et boire un verre d'eau, comme boire un verre de vin et boire un verre d'eau, ce sont des boissons, je dirais, intéressantes, mais pas nécessairement hydratantes. D'accord. Et alors, le décaféiné, à part le fait qu'il n'y a pas de caféine, pour le reste, c'est bon aussi ? C'est la même chose en fait. Oui, on va retrouver ces acides chlorogéniques, ces effets protecteurs, sauf que on a, en général, le décaféiné contient toujours un peu de caféine, mais on a décaféiné, on a enlevé la caféine et il y a deux process d'extraction. Alors aujourd'hui, je crois que la majorité des industriels font de l'extraction à l'eau et au gaz carbonique. Donc c'est naturel, c'est un procédé naturel qui n'est pas toxique. Et on abandonne de plus en plus les procédés aux solvants chimiques. Qui étaient toxiques alors du coup un petit peu. Voilà, qui introduisent encore des molécules transformées, donc ça, c'est pas peut-être pas chose. souhaitables. Voilà. Avant de continuer, quand on parle café en province de Namur, on pense au café de là-haut. Donc c'est un reportage de Canal C qui a été fait, c'était en mai 2014 et en fait c'était au moment des 150 ans de la maison de là-haut. Une passion pour le café qui se transmet de père en fils. C'est ça, la maison de là-haut. Ici, on torréfie le café à rue et l'odeur des arômes se dégage dans le bas de la ville. 150 ans d'existence, 4 générations et de nombreux souvenirs aussi que l'on aime raconter. J'ai connu des événements comme le canal de Suez où les gens venaient acheter du café vert. Les événements du Congo en 1960, l'indépendance ou la même chose, où on fournissait par 70 kg de café vert. Parce que les gens avaient peur. Et ils prenaient ça comme monnaie. Ce sont mes souvenirs que j'ai. Et un père qui était là et qui m'a appris beaucoup de choses, comme j'essaye d'apprendre avec les enfants. Les enfants de Pierre Delahaut qui ont repris les affaires l'an dernier. Malgré tout, l'ancien patron aime encore donner un coup de main. De temps en temps, j'ai des réunions avec mes fils où j'essaye de leur prodiguer certains conseils. C'est-à-dire qu'avant je commandais, maintenant je suggère. C'est pas la même chose. Je voyais mon père et mon grand-père au torréfacteur. Je me souviens même qu'à l'époque, c'était même une vendeuse qui venait me chercher à l'école parce que mon père n'avait pas le temps, ma mère non plus. Voilà, ça ce sont les souvenirs de torréfaction, l'odeur du café torréfié. Voilà, moi ça c'est vraiment les souvenirs d'enfance. Et tout cela a bien changé. La maison s'est développée davantage. Elle propose aujourd'hui une vingtaine d'arômes. L'entreprise a pu échapper à la crise en s'adaptant au nouveau marché. Je pense qu'on est passé un tout petit peu à côté de la crise. Pourquoi ? Parce que notre entreprise est petite et donc on est moins sujet sans doute à faire partie de cette crise parce qu'on a pu également avoir d'autres produits, d'autres dérivés qui existaient déjà dans la grande distribution. Là je pense aux capsules Senseo, je pense également maintenant aux capsules compatibles avec les machines espresso. Et donc on s'est adapté au marché et donc on a pu créer également du café de là-haut à toutes ces nouvelles manières de préparer le café. Le café n'a pas toujours été tendance, le café était plutôt considéré comme une boisson passe-partout à une certaine époque. Pour les gens, ils aimaient toujours boire
un café, 2 cafés, d'autres avec carrément leur thermo de café, du matin au soir. Maintenant, on a quand même beaucoup plus de personnes qui sont vraiment amateurs de café, des gens qui viennent ici chercher des origines pures, qui veulent savoir d'où le café est produit, comment il est torréfié. Donc ce sont des gens qui s'intéressent vraiment à tout ça. Alors ce qui pourra encore changer dans les années qui vont suivre, c'est l'étendue de la gamme. Ce sont les cafés qui seront aromatisés, ce seront les cafés lattés, ce sont les cappuccinos, les latte macchiato, etc. Voilà, alors petite rectification, je pense que la maison de là-haut, c'était 1915 et pas 1914. Non, si c'est 150 ans. Enfin, je pense que je me suis trompée. Je pense que le reportage date de mai 2015, mais voilà, c'est pas très grave. Mais on parlait justement dans le reportage, et on parlait avant des procédés pour décaféiniser le café. Qu'en est-il de la torréfaction, justement? Est-ce qu'elle pose problème? Alors, elle est supposée poser des problèmes. Enfin, elle va introduire des réactions que nous, on n'aime pas trop en nutrition santé, qui sont les produits de Maillard, les réactions de caramélisation, de torréfaction, justement. Un bon torréfacteur va bien contrôler, va amener au point de maturation. C'est ce qui va développer les arômes, ces produits de Maillard. Mais il ne faut pas la prolonger trop pour arriver à produire trop de dérivés de Maillard, de produits potentiellement toxiques. Mais qu'on se rassure, parce que lorsqu'on regarde finalement le bénéfice et les inconvénients de la consommation du café, comme je le disais, de toute façon, au total, il y a plus d'effets protecteurs que les effets négatifs de ces fameux produits de torréfaction. Les produits de torréfaction, effectivement, mais aussi, on parle souvent bio quand vous êtes ici en plateau. Donc, justement, est-ce qu'on va privilégier un café bio ou est-ce que ce n'est pas nécessaire non plus? Donc, effectivement, on peut travailler avec des produits bio ou bien on peut aussi regarder. Donc, si les cafés viennent des hauts alpages, donc 1400 mètres, 1700 mètres d'altitude, eh bien, automatiquement, on n'a plus le problème des pesticides, des herbicides. C'est souvent le cas? Ça vient souvent des hauts plateaux? Oui, oui. En tout cas, par exemple, au Guatemala, etc. Donc, tous les cafés 100% arabica. Et donc, c'est intéressant parce que le consommateur peut soit demander à sa maison du café, que ce soit de là-haut ou d'autres, d'où viennent effectivement les cafés, comme monsieur expliquait dans l'émission, et c'est intéressant. Donc, le consommateur a envie de savoir d'où vient le café, est-ce que, voilà, de quel plateau, à quelle altitude, etc. Automatiquement, il est rassuré de savoir qu'on n'est pas obligé nécessairement d'aller dans un magasin bio, on peut très bien aller à sa maison de café. Et de là, s'il ne va pas nécessairement là, il peut aussi regarder dans le commerce, on a c'est noté. Donc, sur les emballages. Voilà, par exemple, sur les emballages, ici j'en prends un au hasard, on a effectivement la région, d'où ça vient, à quelle altitude, si c'est un produit fair trade et autres au niveau des agriculteurs. Et on voit également la force du café, ce n'est pas nécessairement la caféine, c'est bien donc au niveau du goût, selon qu'on aime un café corsé, pas corsé. Voilà, donc ça c'est important de le dire. La force, ce n'est pas la teneur en caféine. Hein. Donc quand c'est noté, c'est vraiment selon qui va être fort en goût. Voilà. Ouais. C'est le torréfacteur aussi qui va pousser sa torréfaction, révéler des arômes. Voilà, donc c'est le savoir-faire du torréfacteur qui va jouer un rôle important. Quand on parle de toxicité, on en a là, c'est pas pour rien sur la table, forcément on pense aux capsules qui sont très décriées par rapport à l'aluminium, c'est ça en fait. Oui. Ouais. Alors là encore, on va tendre le cou à des idées fausses. Hein, voilà. C'est vrai. Voilà. Oui, ce qui a longtemps été critiqué, ce qui a inquiété le consommateur, c'était l'éventuelle trace d'aluminium dans ces petites capsules qu'on connaît. Alors, voilà, les études ont confirmé qu'il n'y avait pas d'aluminium. Enfin, bien sûr, ce sont des capsules d'aluminium, mais pour le consommateur... problème, il est là pour l'environnement. Voilà, il est là pour l'environnement, rappelons-le bien. Oui. D'où l'importance de recycler ces capsules, parce que l'aluminium est un produit qui peut être dans un cercle vertueux, durable. Mais pour le consommateur, vraiment, le problème ne se situe pas du tout là. Hein, qu'on se rassure. Il y a peut-être 2 problèmes quand même qu'il faut souligner. Le premier, c'est que dans ces capsules d'expresso, on va utiliser, il y a des taux de furane très élevés. Les furanes sont des molécules toxiques, c'est vrai, mais elles sont très très volatiles. Donc lorsqu'on prend le temps de laisser un petit peu refroidir le café, 30 secondes, 1 minute, on va dire que 98% des furanes sont évaporées. Donc lorsqu'on dose les furanes d'un café expresso, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais on ne boit pas son café brûlant. Voilà. Non, c'est pas parce que là, ça, c'est pas bon pour l'estomac, pour l'œsophage. Voilà. Ouais. Donc, quand on boit un café
refroidis, il n'y a plus de toxiques, ils sont évaporés. C'est des substances volatiles. La deuxième petite recommandation concerne des machines expresso ou des cafetières, des bouilloires, dont certaines marques relarguent des petits métaux lourds, dont du plomb, notamment après la décalcification, le détartrage. Donc mon conseil, c'est lorsque vous détartrez vos machines, vous les rincez abondamment. Peut-être 2-3 fois plus que ce que le commerçant recommande. C'est important de le dire aussi. Parce que là, il n'y a plus de plomb après 2-3 lavages importants. Voilà. Vous voyez, donc il ne faut plus avoir peur du café, du grand, méchant café. Ça, c'est clair. Et comme on a vu dans l'émission, on a certaines maisons qui font eux-mêmes, donc les capsules pour les machines, et on peut choisir son café dans les petites capsules. Et donc ça, c'est très intéressant. La maison de là-haut, par exemple, le fait. Et donc c'est assez intéressant. On choisit ce qu'on aime et alors il le prépare. Plus durable. Voilà. Une fois de plus, j'étais ravie de vous entendre. On n'aura pas le temps de parler des applications, mais on peut les retrouver sur le site, Geneviève. Avec les crèmes au café, les cakes au café. Il y a plein de choses qui peuvent être très sympas. Les macarons au café, voilà. Le mascarpone au café, voilà. Et ça, c'est sur www.intelligent-nutrition.com. Voilà. Un grand merci en tout cas, voilà, on a encore été, enfin moi en tout cas très étonnée. Le café, ma foi, je savais peut-être, mais même les capsules, donc, et des bons conseils une fois de plus. Et je propose qu'on s'attaque peut-être au thé la prochaine fois. Belle boisson aussi. Oui. Allez. Une boisson d'hiver. Voilà, exactement. Un grand merci à tous les deux et à bientôt. Merci. Nous, on se retrouve demain, et demain, c'est Vie féminine qui sera avec nous, et on abordera la question de la violence conjugale. Une bonne